Vendredi matin, lorsqu'Olivier H. entre dans la mosquée Khadijia, il y rencontre Aboubacar, sa future victime. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années est venu faire le ménage dans la mosquée, comme chaque semaine. Ils discutent quelques secondes, Olivier H. quitte les lieux et revient plusieurs minutes plus tard. Aboubacar semble lui expliquer comment prier. Au moment où il se met à genoux, Olivier H. sort un couteau. S'ensuit une scène d'une barbarie inouïe. L'homme s'acharne sur sa victime en lui assénant des dizaines de coups de couteau. Avec son téléphone, il filme Attendez. sa victime Oui. Il y a agonisante du au sang. sol. Nous avons choisi de ne pas diffuser la vidéo. On l'entend insulter Allah. Non, non, vous inquiétez pas, ils ont pas montré la vidéo, ils ont juste montré une photo de lui avec le couteau, avec un peu de sang, etc. Donc voilà. Mais pourquoi ils montrent ça? Bah après, je pense que c'est une question difficile à se poser. Est-ce qu'on montre ou est-ce qu'on ne montre pas? C'est une question permanente qui se pose chez les journalistes, etc., en tant d'éthique, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un peu une nécessité de montrer l'horreur et la duplicité. Alors oui, bah alors pour les enquêteurs, c'est utile, mais après, bon, là, on parle des médias. Et c'est aussi important, oui, pour que les gens voient aussi concrètement l'islamophobie, et le truc je pense qu'il y a une nécessité face à un tel déni, face à une telle montée, une banalisation des discours islamophobes. C'est aussi important, au travers des images, d'en montrer leur réalité et leur aspect vraiment concret, quoi. De dire, bah oui, quand on dit ça tue, c'est que ça tue, quoi. Par respect pour la victime, je trouve ça compliqué. Je suis totalement d'accord. Et c'est là que, en effet, et c'est là que la question d'éthique se pose pour les journalistes. Est-ce que par respect envers le défunt, tu ne montres pas en boucle son assassinat? Ou alors est-ce que justement par volonté de lutter contre ça et de faire que plus jamais ça, est-ce que tu les montres? Et ça, c'est un arbitrage qui est moral, c'est un arbitrage qui est éthique, et c'est un arbitrage qui, quoi qu'il arrive, est horrible, parce que ce qui est arrivé est horrible, en fait. Il y en a à l'Assemblée nationale qui voient les images de Gaza et ça leur fait pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Puis le mode opératoire égale prémédité, donc bien la volonté de s'en prendre. Mais bien sûr. Mais il y a dans le mode opératoire, il y avait une préméditation qui est assez claire. Le mec qui lui montre comment prier, etc. Donc tu as au moins une stratégie d'approche pour amadouer la personne en face. Ensuite, la personne qui insulte Allah, etc. Donc, tu as des trucs en mode, il y a une sournoiserie, on va dire, dans le meurtre. Il y a une froideur assez effrayante. Et c'est un petit peu toute la bataille qui est en ce moment sur son mobile, parce que du coup, bon, il est allé en cavale, etc. Il est parti en Italie, et après, finalement, il s'est rendu aux autorités. Et la version, on va dire, de la défense, c'est qu'il voulait buter quelqu'un, mais n'importe qui, et du coup, c'était un meurtre d'opportunité. Il voulait buter quelqu'un, c'est tombé sur lui. Bon, voilà, comme par hasard, c'était dans une mosquée, c'était un mec qui était noir et musulman. Sacrée opportunité, on va dire. Alors même que dans sa façon d'essayer d'amadouer la personne, etc., machin truc, il y a un mode opératoire, que c'est une mosquée qu'il fréquentait parce que il passait le ménage, il faisait le ménage dedans, etc. Donc un endroit qu'il connaissait. Et simplement son discours contre Allah. Et puis on a retrouvé aussi, je crois, des vidéos de lui sur ses réseaux sociaux, des vidéos, des écrits, je sais plus, où il insulte aussi Allah, qu'il insulte l'islam, etc. Donc il y a quand même un faisceau d'indices sur son islamophobie. Mais en tout cas, la défense, c'est de dire, il voulait juste buter quelqu'un, rien à voir avec l'islamophobie. Et c'est aussi pour ça que ça va être le point vraiment névralgique du discours politique et du débat politique. Par exemple, des gens comme Caroline Fourest, qui croient à la théorie du complot selon laquelle le concept d'islamophobie a été inventé par les frères musulmans pour faire croire que les musulmans subissaient des trucs et que du coup, pour justifier la charia, je sais pas, bref, c'est des complotistes. Et Caroline Fourest, le seul truc qu'elle a retweeté sur ce truc-là, c'est la version du meurtrier. Enfin, de l'avocat du meurtrier. Le suspect nie avoir agi par haine de l'islam, affirme son avocat italien. Donc, c'est aussi pour ça que le concept d'islamophobie est au cœur, et que vous allez voir après, on va regarder les interventions de Jean-Luc Mélenchon, que ça se transforme un petit peu en débat autour de tout ça. Que ça a ressorti les images de Jérôme Guedj qui disait que l'islamophobie, c'est un concept qui n'existe pas. On pouvait parler de haine anti-musulman, mais l'islamophobie, ça n'existe pas, etc. Parce qu'il y a une construction de la légitimité, ne serait-ce que de nommer la violence, qui est contentieuse, et là qui est contentieuse aussi pour simplement l'aspect légal, en fait, et qui est utilisé aussi par la défense pour nier une partie du meurtre, notamment la dimension de haine. C'est un truc que j'ai vu un petit peu progressivement se développer quand au cours de mon adolescence. Parce qu'en gros, à l'époque, la teneur du débat un petit peu que menait cette gauche laïcarde, etc., c'était de dire qu'il faut défendre le modèle français de laïcité, parce que le modèle français est celui de l'assimilation. C'est-à-dire que tu viens en France, tu apprends la langue et tu deviens un vrai Français, parce que la nation est une, est indivisible. Du coup, on ne peut pas des cultures différentes, parce que ça remettrait en cause l'unité de la nation. C'était un petit peu le truc à l'époque. C'était en mode, oui, le modèle français de l'assimilation est supérieur au modèle anglo-saxon du communautarisme, du modèle par association, de machin truc, etc. Où globalement, chez eux, il y a du communautarisme et c'est pas bien, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a du racisme.
Oui, parce que c'était un petit peu le débat de, en gros, le racisme n'existe pas en France, mais il existe aux États-Unis. Parce que nous, en France, on veut pas mettre le mot race dans la. C'est tout le débat sur est-ce qu'il faut enlever le mot race de la Constitution. Bref. Et du coup, nous, on ne reconnaît pas l'existence de la race parce qu'on sait que la race biologique n'existe pas. Contrairement aux États-Unis qui parlent tout le temps de race parce qu'ils sont racistes en fait. Et que les vrais racistes sont ceux qui parlent de racisme en fait. Parce que la race n'existe pas. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de racisme en fait? Je ne comprends pas. Bref, c'était un petit peu la teneur du discours à l'époque. Et donc, tu avais un petit peu tout ça, etc. Donc, tu avais un petit peu ces trucs-là de la défense du suprémacisme français, en fait. C'est une forme de gauche de défendre une forme de suprémacisme culturel français. Et en fait, progressivement, c'est allé dans ce discours sur l'islamophobie. Parce qu'en fait, tu avais des gens comme Rokhaya Diallo, comme le Parti des indigènes de la République, comme le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. C'était vraiment l'ennemi numéro 1 des fondateurs du Printemps républicain et après du Printemps républicain, une fois qu'il a été fondé. Ça a été de dire que l'islamophobie n'existe pas. Parce qu'en fait, c'est toute leur logique, en fait. C'est-à-dire que pour eux, il y a toujours une logique que nommer le racisme, c'est déjà un petit peu raciste. Et que les gens qui parlaient de racialisation, de processus sociologique, c'était des gauchistes postmodernes wokistes. On disait pas wokistes à l'époque, mais c'était un peu la même teneur. Et donc, le concept d'islamophobie, avec le collectif contre l'islamophobie en France, des gens qui disaient, bon, la loi de 2004, c'est quand même un peu une dinguerie, si vous croyez que des meufs ne peuvent pas avoir des bonnes notes juste parce qu'elles ont un tissu sur la tête, c'est un petit peu bizarre, etc. Enfin, bref. Et en fait, il y a une radicalisation, du coup, tout ce débat-là de l'assimilation à la française versus le communautarisme à l'anglo-saxonne, c'est un petit peu transformé dans des tribunes, des articles, etc., qui paraissaient comme ça. L'islamophobie n'existe pas, c'est un mot inventé par les frères musulmans, parce que donc, voilà, tout le début un petit peu du complotisme islamophobe, qu'en gros, les frères musulmans sont à nos portes. C'est à peu près au moment où il y avait les printemps arabes, etc. Bref, ils veulent mettre en place la charia en France parce qu'ils sont contre l'assimilation en fait. Parce que contrairement, c'était ça. C'était en gros, t'as ces personnes-là, ces sales musulmans qui portent le voile, qui refusent de s'assimiler parce qu'ils portent le voile et qu'ils continuent de prier. Il y a le truc avec les prières de rue, des trucs comme ça. Donc, s'ils refusent de s'assimiler, c'est qu'ils veulent détruire la France. Puisque du coup, pour eux, la France ne peut pas être une et indivisible, mais elle doit être multiple et divisible, comme aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, à cause de ça, il y a de la ségrégation. Vous avez compris? Et donc, la mise en logique de tout ça, comment ils arrivent au mode conspirationniste, c'est de dire que du coup, tous ceux qui disent qu'il y a de l'islamophobie en France et qui pointent du doigt le racisme anti-musulman, le racisme islamophobe en France, c'est qu'en réalité, ils veulent défendre le droit de porter le voile, oui, et alors? Ils veulent défendre le droit de garder ta culture de bédouin, là, et donc ils veulent défendre la division de la République. Alors qu'elle est censée être assimilationniste, une indivisible, etc. Et en fait, c'est là que tout ce discours-là est arrivé. Et en fait, il y a eu une espèce d'unanimisme en fait, qui s'est développé très très vite dans les médias, où très très vite, dès que tu disais le mot islamophobie dans les médias français, c'était fini. Tu ne pouvais plus en placer une. Et donc, en fait, tu as eu cette espèce de cancel, j'ai employé ce terme, oui, d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça commence un petit peu... J'ai l'impression qu'il y a eu une certaine détente marginale, on va dire, autour de ce mot dans les années récentes, mais... c'est encore très très compliqué de dire le mot islamophobie sur un plateau télé. Mais donc là où je voulais en venir, c'est que pendant très longtemps, le mot islamophobie était purement et simplement banni des médias français. Et donc, du coup, avec le mot, la capacité à nommer et à pointer du doigt. C'est pour ça que quand Mélenchon a participé à la marche contre l'islamophobie en 2019, ça a été la première rupture avec la gauche. C'est parce qu'en fait, il avait aussi rompu avec une ligne symbolique qui s'était imposée absolument partout dans, on va dire, le monde politique légitime et républicain. Le pas qu'il avait franchi, c'était aussi de valider un mot que les racistes avaient réussi à cancel définitivement de ça. Il a brisé le sort de contrat moral qui fait que dans les médias français, avant de pouvoir parler, il faut montrer que tu détestes suffisamment les musulmans. Exactement. Donc c'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment, avec cet assassinat, les réactions politiques autour de ça, avec Retailleau, etc., les débats qui reviennent sur le mot d'islamophobie ont une résonance toute particulière. D'une, parce que c'est le cœur de la défense de son avocat, et de deux, parce que c'est une défense qui est pile poil dans le nœud de cette construction en fait de l'édifice raciste et islamophobe français de ces 20 dernières années, quoi. François Bayrou a réagi à ce qui s'est passé dans la mosquée du Gard en dénonçant une ignominie islamophobe. Partagez-vous ces propos? Je partage ces propos pour ce qui est de l'ignominie. Je ne partage pas concernant l'islamophobie. Voilà. Parfaite illustration de ce que je disais à l'instant, de le mot islam. Mais parce qu'en fait,
faire émerger, comment dire, admettre qu'il y a de l'islamophobie en France, ça revient à dire que, parce qu'en fait voilà, c'est parce que encore une fois c'est la logique conspiratoire. C'est que si on commence à dire que les gens ils sont islamophobes envers les musulmans, enfin pas que envers les musulmans, les présumés comme tels, etc. Mais bref, que les gens sont islamophobes, bah ça sous-entend qu'il faudra peut-être laisser les musulmans tranquilles vivre leur culte, porter le voile ou pas, faire une prière quand ils veulent, même au bout, vers leurs 5 prières, des trucs comme ça, etc. Enfin bref, être visiblement musulman et que ça ne gêne personne, quoi. Il y a que moi qui suis surpris du fait qu'on donne les origines du tueur comme c'était important. CF issu d'une famille bosnienne. Il y a toujours une logique de mise à distance du meurtre, de dire le meurtre est forcément commis par un étranger. C'est ce qu'on a sur les féminicides, c'est ce qu'on a sur les violences sexistes et sexuelles, etc. Le fait de préciser l'origine, ça permet de se dédouaner. Et c'est exactement ce qu'on retrouve là. Ça permet de maintenir le déni. Il n'y a pas d'islamophobie en France. Il était d'origine bosnienne. Ils ont une histoire complexe avec l'islam là-bas, c'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que si on accepte que le meurtre est islamophobe, on pourra le mettre à distance parce qu'il est étranger. Donc oui, totalement. Il y a une organisation politique du déni d'islamophobie en France qui est l'intérêt numéro 1, en fait, finalement, du racisme d'État, quoi. Il n'y a pas d'islamophobie en France, à vos yeux? L'islamophobie, c'est un concept qui a été inventé, théorisé par les frères musulmans. Voilà, c'est Odoul, hein. Laurent Bouvet, Julien Odoul, même combat, hein, finalement. Il y a une connotation idéologique du terme islamophobie, notamment très marquée vis-à-vis des frères musulmans, qui fait que dans notre ministère, on prend une précaution à ne pas l'utiliser. Le ministre de l'Intérieur qui a assuré que la piste d'un acte anti-musulman n'est pas du tout négligée. Bruno Retailleau, également ministre des Cultes, a été critiqué pour sa réaction tardive, 48 heures après les faits. Puis le nom de la victime est scandé par la foule. À la tribune, le ton monte. La communauté musulmane s'insurge et C'est qui les frères musulmans? Ah non, mais aucun d'entre eux ne sera capable de te dire c'est qui les frères musulmans. Tu leur demandes de dire c'est quoi les frères musulmans, aucun ne sera foutu de te donner une réponse. Parce que les frères musulmans, c'est le fantasme du grand remplacement. Tout simplement. Là, je parle pas de l'organisation réelle, du parti politique en Égypte, etc. Machin. Non, c'est un fantasme. C'est un topos. Les frères musulmans sont à l'islam. Ce que les francs-maçons sont à la République. Douleur. Les autorités ont réagi très tard. Le préfet, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, 48 heures après, il a fait un tweet sur X. C'est quand même lamentable. Les 2 poids et 2 mesures, on ne peut plus les accepter. Plutôt les Illuminati, les francs-maçons et la République, c'est une longue histoire. Oui, mais justement, c'est que les frères musulmans existent. Les francs-maçons existent. Les francs-maçons, historiquement, ont défendu la République. Les francs-maçons ont littéralement libéré les colonies espagnoles de la couronne. Vous prenez Bolivar, vous prenez San Martín, vous prenez O'Higgins, ils faisaient tous partie de la même loge, Lautaro, qui veut dire, je crois que c'est en mapuche, ça veut dire l'étoile du matin. La franc-maçonnerie a une histoire révolutionnaire républicaine, a une histoire, etc. Mais lorsque les gens parlent des francs-maçons en mode c'est les francs-maçons qui font ça, etc., c'est sous cet angle du fantasme du complot. C'est pour ça les frères musulmans existent. Ils ont leur histoire politique, etc., leur rapport aussi à l'islam vis-à-vis de la religion, etc. Mais c'est pour ça que je dis que tel que c'est employé, c'est un fantasme. Parlons vite fait un petit peu de ça. On va déjà regarder la prise de parole de Mélenchon. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Genre, tu vois qu'il est... Parce que... qu'il est ému, mais qu'il a ce rapport à la pudeur... Et qu'il dit non mais je peux pas la laisser loin comme ça, je vais me rapprocher d'elle, il faut que je peux pas ne pas partager son émotion et On a peur, monsieur Mélenchon. Et qui commence ce truc de les Français sont et qui lui dit mais qu'est-ce que je dis quoi, parce qu'ils sont quand même un peu islamophobes et comment je la rassure, ça c'est les trucs qui à chaque fois qu'on présente le vieux comme genre comme un cynique, violent, machin truc, genre oui je le vois aussi qui est ému aux larmes et qui, enfin bref, voilà, ça me fait chialer. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie.
Et dites-vous, l'extrême droite le traite d'acteur. Genre, bref. Et c'est aussi un truc de... Je vous ai parlé de ce débat sur l'islamophobie comme vraiment le cœur du racisme conspiratoire à la française. Le cœur du racisme français, en fait, contemporain, quoi. Les évolutions de Mélenchon autour de l'islamophobie ont beaucoup été présentées comme ce truc cynique de vouloir l'électorat, des banlieues, de machin, etc. Mais en vrai, oui, et d'ailleurs, il l'admet lui-même, je crois qu'il en parle d'ailleurs dans cette prise de parole, c'est qu'il a fait partie, à un moment, des gens qui se méfiaient du concept d'islamophobie, qui étaient très laïcards, bouffeurs de cuiré, etc., et qui voyez du coup dans les revendications des musulmans contre les discriminations et la violence comme un truc un petit peu bizarre de nouveaux curés, etc. Enfin bref, il a fait partie de cette génération-là un peu méfiante, et c'est par aussi ce rapport émotionnel en fait qu'il a amendé sa pensée politique, et c'est aussi ça que moi qui me rassure sur ces évolutions politiques possibles, quoi. Mais déjà beaucoup avoir déjà connu des moments comme ça, une personne qui craque devant les militants et les élus qui expriment sa souffrance. Bah ouais, de fou. Et c'est son empathie aussi qui est belle là-dedans, et aussi sa pudeur. Alors donc là c'est truc France Info, t'as eu plusieurs gens qui l'ont interviewé, etc. Il y a un autre extrait où on le voit, c'est la bonnette de TF1, la matinale de TF1 là, qui l'interviewe pour lui redemander un petit peu de dire ce qu'il a dit, etc. Où il est un petit peu gêné de voir le micro arriver parce qu'il a déjà fait sa prise de parole. Il dit bon, je vais pas redire ce que j'ai dit, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Enfin, tu sais, il y a vraiment un truc il a un rapport pudique aussi à ses émotions. Et c'est des moments aussi où il est saisi de sa vision de l'État, du peuple, de son rôle aussi en tant que représentant, quoi. Donc, je sais pas. Donc, ils disent qu'il a pas pleuré pour des attentats alors qu'il a fait le plus bel hommage à cette période pour... Mais bien sûr. Enfin, c'est ses émotions, moi, qui me rassurent avec lui. C'est pour ça que j'aime bien quand il gueule, quoi. En tout premier lieu... nous, ici, les Insoumis, et ceux qui, auparavant... On sent la fatigue aussi d'avoir tout essayé pour changer les choses. Mais c'est pour ça, quand elle lui dit les musulmans ont peur, etc., et qu'il dit mais non, madame, les Français, et qu'il finit pas sa phrase, tu vois aussi toute la fatigue. Bon, après, en plus là, il a le jet lag des États-Unis. Ça se voit, il rentre des États-Unis. Il a la peau un peu fatiguée du voyage, on va dire. Ça lui fait des cernes encore plus sous les yeux. Mais c'est ça, c'est qu'il a l'air épuisé émotionnellement, et je pense qu'il sait même plus quoi dire. Tu sens aussi qu'il est en mode putain, tout le travail à faire, quoi. Genre, c'est qu'il est désemparé aussi face à l'ampleur du fascisme, quoi. L'on fait déjà là-bas dans le Gard. Ensuite, ce sera ce soir dans plusieurs villes de France. Nous voulons d'abord dire notre compassion, présenter nos condoléances à la famille de la victime, mais aussi plus largement à tous les croyants qui aujourd'hui sont frappés de sidération et d'horreur comme nous-mêmes devant non seulement le caractère horrible du meurtre, s'en rend-on vraiment compte. Un homme croit qu'il est en train d'apprendre à l'autre comment prier, et celui à qui il l'enseigne est en réalité quelqu'un qui a organisé de longue main un crime. Même ça, symboliquement, c'est le degré d'inhumanité d'un mec qui t'accueille dans la mosquée, qui te dit, qui croit que t'es curieux de sa foi, à qui t'apprend à prier, etc. Genre, c'est ça, c'est vraiment, tu tends la main à la personne, tu dis, ah putain, il y a enfin quelqu'un qui s'intéresse, tu dis que tu vas transmettre quelque chose, mais en plus, surtout quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre de la foi, qui est difficile à transmettre avec des mots, et on a des rites. On ritualise ces choses-là pour essayer de les transmettre, pour les asseoir, pour les saisir, mais qui est infiniment plus grand que ça, quoi, spirituellement. Et tout ça c'est le plus obscène, en fait, de toute cette affaire, quoi. Lâche qui va consister à le frapper jusqu'à le tuer. Nous sommes tous pénétrés de la violence que tout cela exprime. Et, comme souvent, nous savons qu'elle ne surgit pas. Maintenant, quand ils vont montrer comment prier, ils vont avoir... Mais bien sûr, mais maintenant, ça veut dire que tu vas te méfier de la moindre personne qui s'intéresse à toi, qui montre de la sollicitude, de la proximité avec toi, de la curiosité envers toi. C'était déjà le cas avant, mais ça renforce encore plus l'incapacité de pouvoir avoir confiance en tes concitoyens. C'était déjà difficile d'avoir confiance avec le degré d'islamophobie qu'il y a, mais ça radicalise encore plus ça, quoi. Genre, c'est après la dame qu'on a vue tout à l'heure qui pleure, ça, elle dit tout, tu vois. Genre, il y a un pas qui a été franchi, quoi. Et après, on va leur reprocher d'être sectaires et communautaristes parce qu'ils ont peur de faire rentrer les gens dans leur mosquée. Mais ouais, mais en même temps, tu m'étonnes. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe
a été entretenu, cultivé des mois durant, et chacun, jusqu'au plus officiel, s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir. Lorsque, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion, dit « à bas le voile », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « à bas les crucifix », que quelqu'un ait crié je ne sais quoi contre je ne sais quelle religion. Surtout qu'un ministre des cultes, parce que bon, ministre des cultes, ok d'accord, on va dire c'est une aberration, mais bon, c'est encadré par la loi vu qu'on a une loi pour séparer l'Église et l'État, donc il faut bien quelqu'un pour gérer ça. Bref, mais qu'un ministre des cultes dise enfin, genre c'est... Bref. Et ces paroles ont produit des semailles vénéneuses, les fruits qui ne pouvaient immanquablement qu'en résulter. Je dis bien immanquablement, car lorsqu'on entretient une telle ambiance, on ne doit pas s'attendre à autre chose que les esprits les plus dérangés y trouvent une justification pour leurs actes. Pour moi, Retailleau a une sacrée responsabilité dans ce dire. Mais bien sûr, pour moi, Retailleau a du sang sur les mains. Mais tout comme beaucoup de... Enfin, voilà quoi. À tous ceux qui, de bonne foi, hésitent parfois sur les mots, que ce qui s'est passé est qualifié par nous d'islamophobe parce que c'est au-delà de la haine de l'islam. C'est au-delà d'une critique de la religion. C'est un acte qui, par définition, déshumanise celui contre lequel il est mené. L'islamophobie déshumanise ce qu'elle vise. Et dès lors, elle est une incitation, une invitation à tous les débordements, toutes les violences, jusqu'au meurtre. Et aussi, voilà, ce qui est intéressant, c'est non seulement de dire que l'islamophobie est un mot important à dire et que c'est une lutte politique d'imposer ce mot, etc., mais aussi de dire que l'islamophobie est une incitation à la haine. Et ça, c'est un truc, bref, c'est... Beaucoup du débat sur l'islamophobie reste sur la logique sémantique. C'est vraiment en mode « Ah non, mais l'islamophobie, c'est pas de la phobie parce que moi, j'ai peur des... Alors du coup, moi, j'ai peur des musulmans, mais ça veut pas dire que je les déteste. Ah là là, la phobie... » C'est genre en mode « Ah là là, la phobie, ça veut pas dire qu'on les déteste. Voilà, moi, je suis... » Henri Peña-Ruiz. Littéralement, l'argument d'Henri Peña-Ruiz. Oui, c'est de la phobie, c'est de la peur, mais ça veut pas dire que c'est de la haine. Souvent, si t'as peur de quelqu'un, de quelque chose, t'as une réaction. Bref, on s'en fiche. Et c'est bien la façon dont justement Mélenchon en parle. Parce que du coup, il repolitise le truc. Il dit non, mais stop, c'est pas une question d'étymologie de quoi. C'est une question, c'est un édifice politique de déshumanisation. C'est ça l'islamophobie. Les mots construisent l'univers mental d'une nation, d'un peuple. Et nous croyons, nous, depuis le début, après avoir, comme d'autres, hésité, réfléchi, que le mot islamophobie répond à un besoin dont la lutte est conditionnée. Pourquoi? Parce que les grands périls, les grands défis s'affaiblissent quand ils sont correctement reconnus. Ce n'est donc pas une bataille. Et ça, c'est voilà le truc. Attention, si on a les bons termes pour parler des concepts, on peut s'en occuper. On peut s'occuper de la question du racisme, mais pour ça, encore faut-il le nommer. Et c'est important de... Pour des mots. C'est une invitation à la réflexion la plus profonde, la plus sérieuse que chacun, quelles que soient ses opinions politiques ou religieuses, doit mener. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, il s'agit de l'unité du peuple français. Et c'est là aussi que ça me fait plaisir. Parce que, tu sais, souvent dans son côté républicain, il peut y avoir des méfiances, un peu en mode oui, bon, la République, historiquement, elle a été coloniale au nom de l'unité du peuple français, etc. Mais justement, c'est qu'il revendique le mot d'islamophobie au nom de l'unité. Là où justement, il a été démonisé, soi-disant au nom de l'unité. De dire que, du coup, si on admet que l'islamophobie existe, ça veut dire que la France n'est pas une et indivisible et que c'est les frères musulmans, ils vont nous faire la charia. Il lui dit non, l'islamophobie, c'est au nom justement de l'unité et c'est qu'avec les musulmans qu'on fait l'unité. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a repris ce mot et qu'il se l'a approprié, il revient aussi sur la raison pour laquelle il a été démonisé et il va à l'encontre de ce processus politique. Il est vraiment, c'est là que tu vois qu'il a vraiment digéré le truc et qu'il est en mode ok, non, ça rentre dans ma conception de la République et en fait je vais transformer la République avec ça, avec ce truc. Il s'agit de la possibilité de vivre tous ensemble, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, et de faire en sorte
que chacun puisse accéder à la part de bonheur qu'il peut attendre de la vie. Et c'est là aussi où souvent, quand on dit l'égalité, quel que soit le genre, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, machin truc, etc. Parfois, ça peut paraître un petit peu race blind, gender blind. Tu sais, les gens qui disent je vois pas les couleurs globalement. Et parfois, c'est employé par des gens qui sont un peu en mode oh, je vois pas les couleurs, tout le monde est égaux, quel que soit ton truc, la couleur de peau, on s'en fiche, etc. Qui ont un peu une façon aveugle de dire ça. Alors que lui, au contraire, tu vois que en comprenant l'importance du concept d'islamophobie dans la lutte politique, etc., de sa pertinence pour décrire le racisme en France, bah quand il dit quelle que soit sa religion, etc., tu vois que c'est avec une attention justement pour la différence et non pas un mépris de oh là là, oui, quand même, bon, on s'en fiche de tout ça. Non, c'est justement un truc de non, on prend en compte tout ça, quoi. Que chacun puisse accéder à la part de bonheur qu'il peut attendre de la vie, putain, ça fait. Non, mais c'est. Mais en plus, même ça, tu vois, ça peut paraître un peu niais, accéder à la part de bonheur qu'il peut attendre de la vie, etc. Mais en fait, c'est la base de la politique. La base de la politique, c'est comment on organise la cité, comment on organise la population, comment on organise la vie en commun, la vie en société, pour prétendre à autre chose, pour prétendre au bonheur, pour prétendre à la liberté, pour prétendre à tout ça. Enfin, ça, les jours heureux, exactement. Et en fait, ces trucs-là qui pourraient sonner niais, ils sont justement pétris c'est genre, c'est le cœur de la vision politique. C'est en fait, on fait de la politique pour le bonheur. Le bonheur, c'est pas un truc philosophique, c'est un projet politique. Ouais. Bien d'autres. Si bien que notre message est adressé. Comme se loger, se nourrir, se vêtir et quelque chose d'autre encore, tout accéder à la part de bonheur qu'on peut attendre de la vie. Mais oui, mais parce que ça donne aussi une dimension spirituelle. C'est que on vit pas juste pour bouffer, se vêtir et passer le temps. On vit pour autre chose. Dans cette vision-là de la République, il saisit aussi le cœur du rapport à la transcendance aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a pu aussi bien se réformer sur le rapport à la religion aussi. C'est qu'en fait, son rapport à la République est un rapport de transcendance. En fait, son rapport au peuple est un rapport de transcendance. Et en fraternité à tous les croyants. Nous serons, nous, les insoumis, le rempart contre tous les racismes, toutes les formes de violence, contre la liberté du culte, la liberté de la conscience, ni plus ni moins. Mais c'est aussi ça à rappeler que la laïcité, la séparation des églises et de l'État, c'est aussi garantir. C'est aussi pour ça que souvent il fait des références aux guerres de religion et aux protestants. Oui, on s'est foutu sur la gueule entre protestants et catholiques. On a persécuté les protestants. On connaît les guerres de religion. On veut plus de ça, etc. Mais c'est aussi parce que la conception qu'ont eu les protestants de la laïcité, c'était une conception défensive justement de dire il faut pouvoir séparer l'Église de l'État pour nous protéger nous des persécutions. Parce que si l'État est aussi investi de la religion, eh bien dans ce cas, les hérétiques seront les ennemis politiques. Et donc si l'État est mêlé à la religion, dans ce cas, nous serons, etc. Et en fait, c'est le rappel que oui, la séparation des églises et de l'État, c'est aussi, historiquement, une revendication, une construction des protestants pour garantir la liberté du culte, quoi. La raison politique, pas un seul instant ne fasse oublier l'horreur du meurtre. Ah non, maintenant, ça suffit. Une mosquée qui brûle, la veille du Ramadan, des gens brutalisés dans la rue, et maintenant nous voici à un assassinat. Et puis sans parler du nombre de tags que les fidèles, les imams, etc. retrouvent chaque jour, chaque putain de jour sur leur mosquée, sur leur salle de prière, etc. Toutes ces micro-attaques, enfin bref. Il est temps de se ressaisir, Français. Il est temps de se ressaisir. Faites cesser ça. Tendez la main. Aimez. Apprenez à respecter les musulmans qui ne vous ont fait aucun mal et ne vous en feront jamais. Apprenez à respecter la foi d'un autre si elle n'est pas la vôtre ou si vous n'en avez pas. La France n'est possible qu'à ce prix. Nous avons déjà connu sous l'Ancien Régime 3 siècles de guerre religieuse. Aucune guerre religieuse ne débouche sur autre chose que de la peine, de la misère et de la haine. Toutes sans exception. Il faut se ressaisir. Il faut nommer les choses avec précision et engager le combat. Sans faux semblant, sans faux fuyant. Voilà ce moment. Nous allons demander à l'Assemblée nationale, par la voix des députés insoumis, et partout où nous sommes, qu'on marque la gravité de cet instant. Non qu'un seuil ne soit pas vraiment franchi, où que ce soit, dans toutes les assemblées, et partout où nous nous réunissons. Il faut marquer le temps de la minute de silence, qui est une minute de fraternité républicaine et d'amour humain.
Ça m'embête l'angle guerre de religion parce que ça masque le racisme. Bah, je trouve que l'angle guerre de religion, moi, il me heurte un petit peu, je suis d'accord, parce que ça donne une illusion de parallélisme. Dans le sens où, guerre de religion en mode, c'est des religieux qui se foutent sur la gueule. En mode, bon, ils sont pas d'accord entre eux, du coup, ils se font la guerre et c'est la religion qui amène la guerre. Mais après, moi aussi, je vois la guerre de religion. Bah, après, c'est peut-être encore une fois, c'est peut-être mon biais protestant, tu vois. Pour moi, la guerre de religion, c'est la persécution de l'État sur les croyants et sur une minorité religieuse. Parce que c'est comme ça qu'elle a été historiquement contre les protestants, par exemple. Vous avez été persécuté 5 minutes il y a 1500 ans, je t'en entends parler tous les jours, etc. Mais comment ça, 5 minutes? La Saint-Barthélemy, wesh? On comptait, mon père est protestant, toutes les 2 semaines, il reprochait à Saint-Barthélemy à ma mère catho. Non mais dites-moi, je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais j'en ai une famille protestante qui a eu une histoire de, on va dire, de mariage avec abjuration forcée de la foi. Parce que du coup, notamment dans le sud-ouest, etc., ça s'est marié avec des catholiques extrêmement tradis, Opus Dei, etc. Et du coup, ça a dû faire le serment de ne pas transmettre sa religion à ses enfants, et encore assez récemment. Hein. Donc voilà, donc moi je viens d'une famille un petit peu où notre rapport au catho, c'est un petit peu des gens qui, tu tombes amoureux d'eux et après ils disent abandonne ta religion, donc c'est un petit peu bizarre. Et dites-vous, mon grand frère, donc le premier-né de ma famille, mes parents ont eu le génie et le chic, et en vrai incroyable, de l'appeler Barthélemy. Alors, rien à voir, hein. C'est vraiment genre... non mais c'est totalement fou. Parce qu'ils étaient en mode, non mais c'est un joli prénom. Alors, imaginez-vous les cousins qui ont dit, bon, c'est une déclaration de guerre, c'est bizarre, que vous nous reprochez un truc, c'est une rupture officielle, etc. Enfin bref. Donc, il est né par césarienne, etc. Donc, voilà, machin truc. Ma daronne, imaginez-la, elle sort de l'anesthésie, complètement entubée de partout, etc. Et elle veut voir son fils, tu vas aller, montrez-les-moi, etc. Et vous savez, les enfants, ça agrippe, tu vois, genre c'est, voilà, comme ça. Et du coup, le premier truc qu'il a fait, c'est il a arraché les tubes que ma mère avait qu'elle était entubée de partout. Et ma mère, qui était du coup totalement dans les vapes, a dit un truc qui a effrayé les infirmières sur place. Elle a dit bah, t'as réussi ton premier massacre. Et c'est pas fini, vous savez pas c'est quoi c'était son premier mot? Vous savez c'était quoi son premier mot en plus? Non mais il a un problème, hein. Franchement il y a un problème. Vous savez c'était quoi son premier mot? C'était couteau. Bref. Voilà, tout ça pour dire que bon, on a de l'humour hein, quand même. Hein. On rappelle qu'on s'est fait persécuter et tout, mais ça va, on sait en rire quand même. Après, dans la famille juive, les blagues sur la Shoah, ça va. Oui, bah c'est ça, c'est que voilà. Comme on dit, le rire et la politesse du désespoir. Bref. Qu'est-ce que vous dites du silence retentissant qu'il y a dans la classe politique depuis vendredi matin? Il me désole. C'est peut-être le fait d'une insuffisante conscience des enjeux. Voyez-vous, il arrive que des dirigeants soient incapables de comprendre une situation et sa gravité. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Que le ministre de l'Intérieur ne se soit pas précipité sur place est incompréhensible. Qu'il faille que les heures passent et que les gens se regardent entre eux en se disant on nous a abandonnés, on peut donc tout nous faire. C'est terrible comme ressentiment. Et nous tous qui sommes mêlés, que ce soit comme journalistes ou comme militants politiques, à la chose publique, il ne faut pas que nous oublions ça, cette vérité humaine. Comme ce serait terrible que quiconque dans ce pays pense qu'il est abandonné et qu'on peut le tuer ou qu'on peut le faire misérer sans qu'il y ait de réponse. Je ne veux pas ajouter à leur désarroi. Mais vous devinez à quel point cela nous trouble et nous choque tous autant que nous sommes. C'est pourquoi j'ai un peu élevé la voix en concluant mon intervention. Pour dire que ça suffit. Maintenant, il faut... Et il se retrouve à devoir encore justifier d'avoir élevé la voix. Genre, il se retrouve encore à devoir se justifier d'avoir dit « Bon, pardon, j'ai parlé un peu fort, mais s'il vous plaît, quoi. Stop. Enfin, voilà. Oh, désolé, voilà, j'ai des émotions, j'ai le droit d'en avoir, bordel. Bref. » S'engager, mettre un pied en avant et dire ce qui doit être dit. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon il disait hier la vie des musulmans est en danger partout en France. Vous êtes d'accord avec ces propos? Je pense qu'il a de bons outils pour l'apprécier. Nous-mêmes, nous en avons. La parole des concernés. Bon. Nous sommes en effet saisis d'une certaine forme d'aggravation du niveau de violence contre les musulmans. Et le fait est que c'est bien ce qu'on vient de voir. Je pense que le recteur a voulu adresser une mise en garde, pas aux musulmans, mais aux autres. Leur dire, écoutez, faites quelque chose, c'est votre devoir, c'est votre pays.
Et il faut donc entendre son message, oui. Est-ce que vous regrettez l'absence aujourd'hui de représentants de la droite ou du bloc central? Et là, c'est aussi ça, c'est aussi son truc. On a beaucoup parlé de son rapport à l'émotion, de sa pudeur vis-à-vis des émotions, etc. Mais aussi sa pudeur vis-à-vis de la récupération politique, où vous allez voir, il est vraiment très charitable avec tous ceux qui ne sont pas déplacés au rassemblement. Écoutez-moi, aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait, qui ne l'ont pas vu. Laissez-leur le temps de comprendre. Et puis même, il a le truc de bon, moi aussi à l'époque, je comprenais pas. Allez, on leur étend la grâce. N'allons pas, d'une manière ou d'une autre, permettre à qui que ce soit d'échapper à sa responsabilité sous le prétexte d'une parole qui aurait été prononcée et qui ne leur agréerait pas. Et ça, c'est un truc très intéressant. Il dit, bon, je vais pas leur donner la satisfaction de cliver sur ce sujet-là. Ils seraient trop heureux de continuer de nier l'islamophobie et de continuer de la perpétuer en disant que c'est un truc de gauchiste. Alors je leur étends la grâce, éventuellement, de se rendre compte à un moment, de changer d'avis, et quand ils changeront d'avis, on sera à leur côté, parce qu'ils seraient trop heureux de se permettre d'ignorer ça, parce que j'aurais utilisé ça pour antagoniser. Je ne ferai pas ça. Tout le monde est au pied du mur, de droite, de gauche, croyant, incroyant. Tout le monde est au pied du mur. Chaque personne, individuellement, peut avoir une action. La première frontière contre l'islamophobie... Attitude présidentielle. Mais c'est un truc qu'il a beaucoup, même dans son rapport à la mystique républicaine, etc., le côté de la grande maison, en mode genre que son rôle aussi, sa projection aussi en tant que tribun du peuple, c'est aussi de projeter aussi cette grande maison accueillante pour tout le monde, tu vois, et y compris aussi, voilà, le truc de la fonction présidentielle qui est au-delà, qui est au-dessus des clivages politiques, etc. Enfin bref. Contre le racisme, contre la haine des autres, c'est soi-même. Si l'on n'accepte pas de relayer les mauvaises plaisanteries, si l'on n'accepte pas de relayer les mauvaises paroles qui font du mal et qui incitent les plus dérangés à aller au bout de leur dérangement, tout le monde est au pied du mur. Ce dont il est question, c'est de l'unité de ceux qui vivent dans ce pays. Il faut que tout le monde le comprenne. La France a déjà traversé des épreuves terribles dans ce domaine. Au moins, tirez-en la leçon. La meilleure des gardes, la meilleure des garanties que nous avons, c'est nous-mêmes. Et si nous ne faisons rien, ceux qui regardent ailleurs sont nécessairement des complices, même s'ils ne le veulent pas. Et ça aussi, voilà, le truc de... Tu peux être complice même sans le vouloir. Je dis pas que t'es une merde. Mais la passivité, c'est aussi tout le truc un petit peu Eichmann, etc. Le simple fait de regarder ailleurs et d'ignorer, bah oui, malgré toi, l'histoire fait ça à ta place, en fait, cette complicité. Enfin bref, c'est magnifique. Parisien qui dit, j'espère, ça va pas paraître cynique, mais à mon avis, là, il vient de prendre une grosse longueur d'avance dans la présidentielle. Bah tu vois, c'est ce que je disais sur Jérôme Gage. Jérôme Gage, encore une fois, qui a été hué par certaines personnes à République, etc. C'est pas une question de cynisme. C'est que tu peux pas faire de la politique, particulièrement à gauche, sans la confiance. Et en fait, la confiance, c'est un truc qui se mérite, c'est un contrat renouvelé quotidiennement, sans cesse renouvelé, etc. Et une des raisons pour lesquelles El Famoso vote musulman pour Mélenchon, le vote des banlieues populaires, des quartiers, des franges radicalisées, des quartiers périphériques, etc. Mais c'est aussi parce qu'il fait preuve de façon renouvelée et continuelle de la confiance qu'on peut lui porter, en fait. Et c'est vrai que par rapport à des gens qui vont... Ça, c'est un contrat, exactement, c'est un contrat qu'on n'a pas avec Gage. Pour sortir de Gage, parce que bon, il a été attaqué, etc. Qu'on n'a pas avec Olivier Faure, qu'on n'a pas avec Marine Tondelier. Marine Tondelier, tout le monde se rappelle quand elle a dit « Je vais pas aller dans une manif parce que j'ai peur d'entendre Allahu Akbar ». Ça, les gens, ils ont pas oublié. Et même si après, derrière, elle dit « C'est honteux, cet attentat islamophobe, la haine anti-musulman, c'est honteux, etc. Il faut l'égalité, il faut la fraternité, gna gna gna, etc. » Bah, en fait... La différence avec Mélenchon, c'est que Mélenchon, il va dire « Ouais, je me suis trompé. J'ai fait partie des gens qui étaient laïcards et qui ont été aveugles à ça. Et j'ai réfléchi. » Et j'ai changé. Et rien que pour ça, en fait, ça fait que quand il va dire un truc, ça va avoir plus de poids que Marine Tondelier qui essaie de nous faire oublier qu'elle a dit « Ah, je veux pas que les gens ils crient Allahu Akbar à côté de moi. » Parce qu'en fait, t'as une espèce de truc de « C'est bon, il faut que je coche les bons mots sur le bingo. Comme ça, les gens, ils vont voter pour moi parce que je vais montrer les bons gages, les bonnes valeurs, tu vois. Ils vont voter pour moi parce que je vais dire les bons mots, etc. » Alors que non, c'est une question aussi de confiance. Et cette confiance, elle nécessite aussi une certaine humilité vis-à-vis de ce que t'as pu dire avant. Vis-à-vis aussi d'expliquer aussi pourquoi éventuellement t'as changé d'avis. Mais aussi, du coup, d'admettre que ces avis, tu les as eus. Et c'est aussi ça la différence entre tout ça. Et derrière, t'as la droite qui a été infecte. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je vous passe Xavier Bertrand vite fait, mais parce que je trouve que la réponse de la droite face à Mélenchon, elle résume absolument tout. Parce qu'il y a un truc dans la démarche de Mélenchon qui est désarmant. C'est pour ça que les gens lui en veulent de montrer de l'émotion. C'est pour ça que les gens lui en veulent de parler publiquement de sa réflexion politique, idéologique, etc., etc.
c'est parce que c'est fondamentalement désarmant. Parce que quand tu parles avec le cœur, la personne en face, elle peut donner tous les arguments qu'elle veut, ce sera des arguments horribles à écouter, quoi. Quand Jean-Luc Mélenchon accuse Bruno Retailleau d'entretenir, je cite, une ambiance, un climat islamophobe. Mais qu'il se taise, Mélenchon. Qu'il se taise. Parce qu'en fait, c'est quand t'es désarmé face à ça, t'as qu'une seule chose à dire, c'est ta gueule. Disparaît. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus, je veux pas être confronté à ça. Je ne veux pas devoir répondre à ce truc-là parce que j'ai rien à dire. Il y contribue à tout cela. Il paraît qu'il a été à une époque républicain, Jean-Luc Mélenchon. Il est où son républicanisme? Et en fait, c'est pour ça. C'est que comme Mélenchon, il dit, bah, je l'ai été, j'ai vu que c'était une erreur parce que c'était une façon obtuse de voir la République et que j'ai pensé la République dire. Alors, je croyais que, il y contribue. Je croyais qu'il était républicain à une époque. Qu'est-ce qu'il a? Bah non, précisément parce qu'il a aussi bien expliqué et que toi, t'es un foutu. Et du coup, t'en appelles à il était républicain en mode il était de notre côté avant, quoi. Ça leur arrive souvent de dire qu'il ferme sa gueule. Oui, c'était Gérard Larcher qui avait dit ça à l'époque sur Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez à dire, Mélenchon? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais parce que c'est le seul truc qu'ils ont à dire. Parce que ils ont même pas l'once d'un iota, d'un micron de la stature qu'il a. Ils sont infoutus d'expliquer pourquoi ils détestent les musulmans, en fait. Alors que Mélenchon, il est capable d'expliquer pourquoi il les aime. Les valeurs de la République, elles sont intangibles. La liberté, l'égalité, la fraternité et aussi la laïcité que je mets au même niveau. Alors c'est certainement pas Monsieur Mélenchon que je vais commenter aujourd'hui, lui qui justement sème également cette haine. Il sème cette haine. C'est-à-dire que vous voulez dire que en... Même Apolline de Malherbe, elle est en mode attends. Liberté, laïcité, quel rapport? Il sème la haine. Attends, t'as dit la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça veut dire... Mais du coup, en quoi? Ce qu'il fait? Enfin, explique, s'il te plaît. Allô? Genre, est-ce que tu peux expliciter ta pensée au lieu de dire juste ferme ta gueule? En refusant qu'on critique l'islamisme ou qu'on fasse... C'est-à-dire, vous dites qu'il fait lui-même des amalgames? Faisons la part des... Du coup, attends, est-ce que tu es en train de le traiter d'islamiste? C'est comme ça que tu veux... Parce que là, t'as pas d'argument, donc est-ce que tu veux l'insulter ou explique ta pensée? Parce que là, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça, elle fait le travail pour lui. Elle lui mâche le travail de... Vas-y, traite-le d'islamiste. Ça aura plus de sens que ce que tu essayes de babiller là, comme ça. Qu'il y ait cette chasse. Parce que c'est aussi une chasse qui est en train aujourd'hui d'être vécue. Mettez-vous aussi à la place de la famille, des proches de cette victime. Oui. Qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut exercer notre foi en toutes ces conditions de sécurité? D'ailleurs, Bruno Retailleau a eu raison de dire hier qu'il fallait renforcer. Cela a été fait à différents moments et de façon quasi permanente sur les synagogues. C'est vrai aussi sur des lieux de culte catholiques au moment des fêtes de Pâques. On l'a vu, que ce soit la messe des rameaux, que ce soit aussi lors des... Donc tu proposes une protection policière pour les mosquées? Et du coup, quel rapport avec la famille de la victime? C'est quoi le rapport avec Mélenchon? Exactement. Je pense justement que Retailleau qui dit le voile, c'est lui qui est le relais de l'islamophobie. Qui dit, mais oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, Mélenchon a eu raison de pointer du doigt que oui, quand Retailleau il dit le voile et qu'il y a une telle islamophobie décomplexée, oui, bah oui, vous avez du sang sur les mains en fait. Et là, t'es en mode oui, pensez à la famille de la victime. T'es en mode oui, c'est précisément les gens qui dénoncent Retailleau qui pensent à la famille de la victime. Bref. Du cœur des fêtes de Pâques, il y avait davantage de forces de sécurité. C'est vrai aussi pour les mosquées. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une société, tant qu'il n'y aura pas davantage d'esprit de responsabilité, c'est ce que je vous demande aujourd'hui, c'est ce que je viens faire sur votre plateau. Rien de ce qu'il dit n'a du sens. Vous remarquerez qu'il n'emploie que des concepts creux. Esprit de responsabilité. Responsabilité pourquoi? De quoi? Comment? Liberté, égalité, fraternité, la République. T'es en mode d'accord, mais tu mets quoi dedans? C'est quoi quel référentiel? C'est quoi la République pour toi? Il met bout à bout toutes les formules les plus creuses possibles et imaginables pour derrière dire que oh là là, lui, il fait quelque chose, il est indigné, tu vois. On a besoin de protéger ceux qui veulent exercer leur foi paisiblement. Mais fallait-il peut-être que d'autres responsables que les seuls LFI, ou en grand nombre, surtout eux, soient... Ouais, Apolline de Malherbe qui est en mode ouais, mais peut-être que fallait que d'autres responsables politiques viennent, du coup, que Mélenchon a eu raison de reprocher à Retailleau de ne pas venir. Enfin, même s'il n'a pas vraiment reproché, mais bref. Cette manifestation hier, est-ce que LR n'avait pas sa place dans une manifestation? Participer à une manifestation aux côtés de M. Mélenchon, certainement pas. Jamais? Non. Pour vous, c'est impossible. Mais écoutez, avec ceux qui sont effectivement en train de prêcher la haine, prêcher la violence et les propos... Mais quelle haine, quelle violence! Il a chialé en prenant dans ses bras une femme éplorée et en disant il faut l'unité, les Français, réveillez-vous s'il vous plaît, ne commencez pas à tuer des musulmans, au secours. Genre, allô, ok, c'est quoi la haine? Il est totalement starvé, ce type. Il y a suffisamment de place aujourd'hui pour que les républicains se fassent entendre, que les républicains, que toutes celles et ceux qui continuent à croire et à promouvoir... Mais alors faites-vous entendre, bordel! Il dit alors, non, je veux pas une manif avec Mélenchon, mais il faut qu'on se fasse entendre. Bah alors du coup, pourquoi tu te déplaces pas? Pourquoi tu vas pas aux hommages? Ah, parce qu'à Mélenchon, bah désolé, mais désolé, mais
Mélenchon il rend hommage aussi. Tu peux faire ton hommage dans ton coin si tu veux, mais fais-moi un hommage, je sais pas, parle. Même Apolline de Malherbe, elle est paumée, alors qu'elle a l'habitude d'interviewer des mecs de droite qui arrivent pas à connecter 3 neurones. La République, c'est pas une idée ancienne. La République, on a besoin de lui donner un contenu précis. On a besoin que liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est un contenu précis, notamment pour les... Et vous voyez comment subtilement, il rajoute, ça c'est une grosse proposition de la droite. Ça me fait penser d'ailleurs au bouquin d'Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti Socialiste. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Non, c'est pas ça la devise de la République. Vous voyez comment il rajoute subtilement, parce que c'est un peu une proposition de la droite, pour faire avancer l'agenda islamophobe, de rajouter laïcité à la devise de la France. Vous voyez son truc où progressivement, il dit liberté, égalité, fraternité et la laïcité également. Et là, il dit liberté, égalité, fraternité, laïcité, comme si c'était devenu d'ores et déjà la devise de la France, etc. C'est vraiment petit pas par petit pas comment il fout le verre dans le fruit, en fait, de tout ça, quoi. Les jeunes générations. Mais je ne connais pas de meilleur ciment pour la France. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous montrer Xavier Bertrand parce que c'est l'exemple type de déjà de ce que montre de s'exprimer Mélenchon en mode si je commence à antagoniser les autres, ce sera leur prétexte parfait pour s'en battre les couilles et ne pas se poser la moindre question sur l'islamophobie, etc. Mais il a même pas besoin de faire ça pour que les gens trouvent le premier prétexte venu, simplement l'existence de Mélenchon, en fait, tout simplement, genre. C'est vraiment, mais oui, mais vous comprenez, Mélenchon, il est d'extrême gauche, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est là où aussi tu as cette conscience-là de je suis leur prétexte parfait pour ne pas s'y intéresser, mais en même temps, je suis le seul à m'y intéresser, et que si j'étais pas là, ils auraient encore plus de prétextes de ne pas en parler parce que je pourrais même pas les mettre le nez dans leur caca, quoi. Donc t'as vraiment ce truc-là de, en fait, genre t'es baisé, quoi qu'il arrive, ils sont juste trop racistes, quoi. En fait, Mélenchon, c'est le seul qui est digne sur la séquence. Bah ouais. Enfin bref. Et Retailleau, du coup, on va regarder un extrait juste de Retailleau vite fait. Je ne renie rien. Dire abat le voile quand on est ministre de l'Intérieur. Je dis que le voile... Et parce que du coup, Duhamel a un petit peu rentré dedans en mode quand même, t'as dit abat le voile, est-ce que c'est pas un peu irresponsable, etc. La tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane, des fidèles qui, pour certaines, portent le voile sans que je sache que le voile signifie d'appartenir à une mouvance islamiste? Ah non, mais je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit abat le voile... Mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux... Je n'ai pas dit qu'elles étaient tous des islamistes. Mais... cependant... C'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué. Soient voilées. Il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire. On va essayer d'y aller méthodiquement. Déjà, El Famoso, je ne dis pas que toutes les femmes voilées sont des islamistes, mais tous les islamistes sont voilés. Je t'ai dit, donc bref, ça ne veut absolument rien dire. Et le lapsus violet, voilé, si je parle de... Ah ouais, non, mais pareil. Et en plus, voilà. Et il se dit, ah, curieux cet acte manqué. Oh, c'est intéressant. Mais parce que c'est ce rapport-là, j'arrête pas de vous parler du rapport au contrôle du corps des femmes, et notamment au contrôle racial du corps des femmes. Et en fait, c'est ça, c'est que, je vous parle souvent comment dans le fémonationalisme, et notamment beaucoup dans le discours de Némésis, il y a une mise en équivalence de la présence de l'étranger avec le viol, que la présence même d'immigrés est un viol des frontières de la France, etc. etc. Et ben en fait, c'est totalement... En fait, oui, c'est un lapsus extrêmement révélateur. Pour lui, l'islam est une violation de la France, viole les femmes et s'insère dedans alors que c'est nous qui devrions en avoir le monopole. Il a probablement préparé ce lapsus, j'en suis sûr. Non, je suis certain que ce n'est pas un lapsus volontaire. Parce que c'est son imaginaire qui s'exprime là-dedans. C'est son imaginaire de la violence sexuelle, mais surtout la concurrence sexuelle qui vient catalyser en fait la guerre de civilisation et le rapport de suprémacisme en fait. Faire appel à la psychanalyse, là je pense que c'est leur fantasme. En vrai, il fait ça, mais bien sûr, bien évidemment. Mais alors là, désolé, discours Twitter intensifies en ce moment, désolé, Fanon, psychanalyse, tout ça, etc. Mais bien évidemment. Dans le suprémacisme colonial, il y a un rapport libidinal, il y a un rapport sexuel, il y a un rapport de... typiquement, l'affiche ultra connue, l'affiche coloniale française. Femme, n'êtes-vous donc pas jolie? Dévoilez-vous, enlevez votre voile, vous êtes jolie, etc. C'est que la terre est associée. C'est un truc qui a beaucoup été reproché un peu dans le langage psychanalytique et aussi dans une partie du langage féministe psychanalytique, notamment Psychepo, etc. De faire cette équivalence entre le corps des femmes et la terre colonisée. De dire que les femmes sont colonisées par le masculinisme, qu'elles sont une terre vierge à coloniser, etc.
etc. Oui, le continent noir, etc. Exactement. C'est un peu un reproche qu'on peut faire sur l'hymne des femmes, l'hymne du mouvement de libération des femmes du MLF. Mais c'est aussi un retournement finalement d'une équivalence qui est l'équivalence coloniale en fait. Et en fait, cette équivalence coloniale, c'est aussi que l'orientalisme associe aussi cette terre vierge à une vision de la virginité. C'est-à-dire que quand on parle de terre vierge, pourquoi on dit le mot vierge? Pourquoi on dit pas vide? Pourquoi on dit pas nouvelle? Pourquoi on dit pas à explorer? Pourquoi on dit ce mot vierge? Parce qu'en fait, dans cette idée-là, on y met aussi tout ce qu'on perçoit de ce qu'il faut faire à la virginité, c'est-à-dire la violer. C'est ça, une terre inviolée, exactement. Mais il y a beaucoup, en fait, dans le langage colonial, il y a un langage sexuel. Et il y a un rapport, mais parce qu'en fait, tout simplement, la pensée, en fait, politique, la pensée même poétique, se fait, en fait, en faisant des chaînons d'équivalence. Tu prends des structures que tu connais déjà, des structures qui sont déjà bien comprises et traversées, et tu les transposes ailleurs. Tout comme on a possession de nos femmes, et bien de la même façon, on a possession de nos terres, et vice-versa, etc. Et inversement, on parle de conquête amoureuse. Ouais, de fou. Il y a une conceptualisation conjointe du rapport à la sexualité et du rapport à la colonialité. Ça n'en fait pas quelque chose qu'on peut plaquer de façon stricte, en mode le féminisme, en fait, c'est une lutte anticoloniale, etc. Non, t'as des féminismes qui sont parfaitement coloniaux. Il y en a qui s'accommodent de cet échafaudage intellectuel, enfin bref, vous avez compris. Et c'est pour ça que parfois c'est un petit peu gênant quand c'est réutilisé un peu premier degré, parce que souvent c'est un peu simplifié. Tu perds un petit peu la subtilité qu'il peut y avoir dans cette mise en chaînon d'équivalence de ces systèmes de domination. Mais c'est pour ça du coup que quand il met cet imaginaire du viol derrière le voile, outre l'aspect de lapsus et que ces deux mots t'inversent juste deux lettres et en fait c'est le même, tu vois, c'est aussi qu'il a cette vision libidinale aussi du contrôle des corps, du contrôle de la frontière, du contrôle de la terre, et que finalement, pour lui, tout ça finalement finit par s'amalgamer dans sa tête, quoi. Désolé, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais c'est vraiment un cas d'école, si je puis dire, quoi. Un aspect civilisationnel qui est flagrant, mais bien sûr, mais parce que le contrôle de la pureté raciale, c'est le contrôle du corps. C'est le contrôle du corps des femmes, le contrôle le contrôle des ventres, la conquête des utérus. C'est ce qu'on retrouve dans l'utilisation du viol comme arme de guerre. Lorsque le viol est utilisé comme instrument de terrorisme de guerre, de crimes de guerre, etc., il y a plusieurs conceptualisations, il y a plusieurs raisons à ça, il y a plusieurs soubassements en fait à l'utilisation du viol comme arme de guerre. Il y a une partie qui est celle d'humilier les autres hommes. Le corps de la femme, presque, est un vaisseau intermédiaire pour s'adresser à l'homme qui est au travers. Mais en fait, on trouve ça aussi dans l'islamophobie. Le corps des femmes est un vaisseau pour se battre contre les hommes qui vont venir. Quand on dit, ah là là, les femmes qui portent le voile, elles sont forcées par leur mari, par leur cousin, par leur frère, par leur machin. Il y a toujours un homme derrière la figure de la femme qui porte le voile. On retrouve finalement ce truc-là où la femme n'est que ce vaisseau intermédiaire au travers duquel on va mettre en scène une lutte virile pour la conquête. Parce qu'en fait, on va fétichiser le fait que les étrangers sont dans une conquête de nous, donc le grand remplacement, etc., tous les imaginaires du grand remplacement et tout. Et du coup, on va retrouver cette même intermédiaire au travers du contrôle du corps de la femme. Que ce soit un contrôle pour l'humilier, quand on va arracher le voile, quand on va dévoiler, quand on va se gargariser de regarde cette femme arabe qui ne porte pas le voile, elle est tellement plus civilisée. C'est aussi une humiliation qui... Bref, etc., etc. Et il y a ça dans l'utilisation du viol comme arme de guerre. Mais il y a aussi le fait de remplacer le sperme de l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi d'engrosser et de conquérir la matrice, de conquérir le ventre de ces femmes pour faire naître des enfants de la race pure. Alors, ça dépend des différentes visions de l'épuration ethnique. T'en as où le viol a été utilisé comme arme de guerre, mais sans pour autant que les enfants ne soient revendiqués derrière, etc. Mais tu as d'autres visions de pureté raciale qui visent à... C'est un truc qu'on a beaucoup vu en Amérique latine, la limpieza de sangre, la propreté du sang. De que l'élévation sociale, civilisationnelle, raciale se fait aussi au travers d'un métissage vers le blanchiment, bien évidemment. Et donc cette logique de la limpieza de sangre, c'est aussi d'imposer au travers, très souvent de rapports de viol, hein, c'est aussi ce qu'on retrouve dans d'autres situations d'impérialisme, etc., mais de faire naître un enfant qui sera moins sale que sa mère et surtout moins sale que le père qui aurait été son père si tu ne l'avais pas engrossé. Donc voilà, tout ça pour dire que même quand on mêle psychanalyse et politique, finalement on retombe très très vite sur des affaires extrêmement concrètes en fait. On ne peut pas ne pas parler de vision libidinale de la colonisation si on ne sait pas aussi à quel point le rapport à la reproduction sexuelle est fondamental dans la colonisation, est fondamental dans la subjugation, dans l'épuration ethnique, etc., etc., etc. Voilà, comme quoi, parfois on a l'impression de parler de psychanalyse en parlant de trucs libidinales, mais en fait, on parle de choses extrêmement concrètes et matérialistes. Bref.
Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.